Lundi 21 avril, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, on vous propose notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. Mais avant de passer à la journée de samedi, permettez-moi de vous rappeler que cet épisode du F1 Podcast est une présentation de l'entreprise québécoise Descœurs Incorporé de Laval à Tremblant. Descœurs Incorporé vous propose un service humain et sur mesure pour la conception et vente de matériel dans le domaine des escaliers. Il est maintenant temps de retrouver notre collaborateur du lundi qui s'était absenté la semaine dernière. Et pour s'absenter du F1 Podcast, ça prend une méchante bonne raison. Monsieur Fontaine avait toute une raison, celle de Kylian qui a vu le jour avec son épouse Janie, qui ont accueilli leur nouvel enfant. Donc, Kevin Fontaine, de vive voix, je sais que tu nous as entendu pendant le podcast. Félicitations. Merci beaucoup, Martin. Une sacrée grosse étape, encore une fois, dans la vie, mais c'est toujours un moment incroyable qu'on réussit à vivre. Là, il a pu regarder son premier Grand Prix aujourd'hui. Écoute, j'aimerais te dire oui entre, entre deux, trois petites têtées de Sassus, mais ça a quand même été un petit peu, un petit regard par-ci, par-là à l'âge que c'est. Hein. C'est pas évident de suivre des monoplaces qui roulent à plus de 300 km/h dans les murs de Jeddah. Non, beaucoup plus intéressé par un biberon et une suce qu'une voiture orange papaye ou une voiture aux couleurs de Red Bull. C'est que ça va venir avec le temps. Ça va venir avec Ouais. le temps. Je suis persuadé que tu vas lui transmettre cette passion-là. Mais encore une fois, félicitations de la part de toute l'équipe du F1 Podcast et nos Merci. auditeurs. Je sais que tu avais une très bonne raison de ne pas être là la semaine dernière. On l'avait mentionné d'ailleurs, mais Mhm. François Goulet a relevé de main de maître ton Mhm. rôle là, pour succéder à ta position, puisque, comme on dit, tu avais d'autres choses pas mal plus importantes à assister. Je suis pas sûr que Janie aurait été très contente que tu viennes faire le podcast, puisque c'était vraiment dimanche que ça s'est passé en Ouais. plus, donc ça aurait été spécial. Puis pour le son aussi, t'as enregistré ça en direct d'un hôpital, ça aurait été différent aussi. Eh bien, écoute, je sais que tu as écouté le week-end, la course quand même, la qualification de la semaine dernière, pareil. Mhm. Là, cette semaine, ben, on finissait le programme de 3 de 3. Quand même, trois grands prix très importants, trois grands prix très demandants pour les pilotes dans celui d'Arabie Saoudite. On a eu tout un week-end de course. Moi, la piste de Jeddah, je la trouve dangereuse, mais je la trouve vraiment spectaculaire. C'est un grand prix que je commence à vraiment aimer. C'est quand même, c'est-tu déjà la cinquième fois qu'on allait là? Je te Ouais, prends à on est rendu dépourvu, à la là. cinquième. On est dans la cinquième édition, oui. Cinquième Tout édition, à hein, fait. c'est ça. Déjà, c'était 2021, la première. Donc, je trouve que ça commence déjà à devenir un classique. On en parlait Mhm. vendredi avec François, puis on disait, Ouais. des fois, on est des puristes, et tu as inclus là-dedans aussi à quel point qu'on est plus conservateur dans les tracés qu'on aime, bien sûr, les Monza, les Silverstone. Moi, j'aime beaucoup Red Bull Ring aussi, je m'en cache pas, je le mentionne souvent à quel point que c'est un circuit simple, mais j'aime ça. Mais de voir une nouvelle piste arriver avec des nouvelles réalités, mais je trouve ça devient déjà tu sais, après 5 éditions, je trouve que c'est déjà rendu un classique. On a un très bon spectacle. Et puis, la preuve, je veux pas tout de suite me lancer dans le Grand Prix, mais souvent, on dit que les courses à un arrêt on a souvent critiqué ça, tu sais, on a déjà prononcé là-dessus. Même, il y a des règlements qui sont en place maintenant, comme une course comme Monaco, pour forcer les écuries à faire deux arrêts obligatoires pour essayer de mousser un peu le spectacle. Malgré Arabie Saoudite, que ce soit un arrêt, qu'on soit capable de régler ça, je trouve que ça défie un peu la norme. Ça fait quand même une course intéressante malgré ça. Ouais, c'est un circuit. Au début, Martin, je te dirais que je regardais le circuit puis j'étais pas convaincu. C'est pas un circuit qui m'attirait à première vue. Mais là, plus les épreuves se sont succédées, et là, après ça, je me suis dit, bon, OK, il y a peut-être matière à changer d'avis. Et surtout lors des qualifications. Dans les qualifications, on voit à quel point cette piste-là est rapide, à quel point les bolides vont à pleine balle entre les murs de Jeddah. Et ça, c'est incroyable à voir pour le spectacle. C'est vraiment incroyable. Et même en course, on peut avoir des belles opportunités de dépassement ici et là à quelques endroits. Il y en a qui sont plus téméraires que d'autres, on va y revenir, mais on a eu droit quand même à un très bon spectacle. Oui, c'est ça. Moi, au début, je te dirais que la chose qui m'avait sauté aux yeux, c'était le danger. Je disais, c'est trop Ouais. dangereux, cette piste-là. Il va falloir la ralentir. On a fait quelques petits
On a apporté des corrections là, quand même. Maintenant, ça semble bien. Ça veut pas dire que c'est moins dangereux, là. C'est très dangereux, mais on a trouvé une façon, on dirait, de. Il y a quelques virages là, qui étaient complètement, on voyait pas où ce qu'on allait. Disons qu'il pourrait arriver quelque chose de très grave sur ce circuit-là une journée aussi parce Mhm. que c'est pas Monaco, là. Disons que oui, les clôtures sont prêtes, mais on roule tellement vite là, imagine à l'intérieur, là, lorsqu'on regarde justement les vues à l'intérieur des bolides, là, à bord, là, on voit à quel point que la piste semble tellement c'est vraiment sinueux à cause justement de la vitesse. Tu le parlais, il faut être téméraire. C'est justement ce qu'on avait fait dans la présentation du week-end de course avec l'épisode de Votre Guide avec François Goulet. On avait dit probablement une pole position de Max Verstappen puisque il faut être un peu kamikaze là, pour être capable de soutirer le meilleur temps. Il faut frôler les murs, il faut pratiquement les toucher à certains endroits. Donc, malgré qu'il y a une disparité entre la performance de la RB21 à comparer de la McLaren, on s'attendait que c'est le genre de circuit, un peu comme à Suzuka, où ce que le pilote peut faire la différence et on n'a pas été déçus avec nos prédictions puisque c'est bel et bien Max Verstappen dans une séance de qualification spectaculaire. On n'en attendait pas moins qui a réussi à soutirer le meilleur temps. Et si je me trompe pas, même c'est un record de piste qu'il a effectué parce que une 27-2-94 qu'il a fait pour signer la pole et il a battu son propre temps de 1,27-4,72 qu'il avait établi en 2024. Et ça, malgré que on n'était pas du tout au même moment de l'année, là. On se rappelle, le Grand Prix d'Arabie Saoudite a déjà eu lieu en fin de saison, la première édition. Et puis là, on l'a transporté au début du calendrier. Puis là, on l'a repoussé un peu cette saison à cause du Ramadan. Donc, malgré que si on n'était pas à la même période de l'année, qui faisait beaucoup plus chaud, quand même réussi à battre ce record-là de piste. C'était assez impressionnant, là. Ce tour-là, là. J'ai eu la chance de le réécouter quelques fois, là, puis ça donne froid dans le dos là, de voir à quel point il était vraiment à la limite sur certains virages, là. Oui, effectivement, pour une 42e fois que Verstappen s'élance en première ligne, en première position, oui, effectivement, en première ligne. Et ces deux derniers tours, Martin, son sixième et son septième tour, Oui, les deux étaient vraiment très spectaculaires à voir. On l'avait vu, le 1 millième tout simplement devant Piastri, et après ça, par la suite, il a réussi à réaméliorer le tout en une 27-294, comme tu as mentionné, pour 10 millièmes. Écoute, c'est un clignement d'œil, là. C'est pratiquement rien, là, c'est tout un tour, toute une performance de Verstappen. Quand on dit on va licher les murs, on va vraiment les frôler pour aller chercher le maximum de vitesse pour vraiment réussir à sortir le tour parfait. S'il y a, encore une fois, un pilote qui est capable de sortir des performances comme ça, de la sorte, c'est Max Verstappen. exactement. Puis en plus, tu sais, je pense que on dit toujours faut pousser à la limite, puis ça prend tout son sens sur un circuit comme ça. C'est ce qu'il a fait. Mhm. Il est vraiment chercher la limite de sa voiture. On les, Certains l'attendaient pas vraiment là. On a apporté quand même des améliorations du côté de Red Bull. Je pense qu'on va dire mission accomplie. On a un autre Mhm. volet de cette amélioration-là qui va venir à Miami dans 2 semaines. Après ça, on va compléter ça à Imola. Mais pour l'instant, il y a de quoi de positif sur quoi bâtir lorsqu'on regarde ça. Du côté de McLaren, ben, on était très dominant là. Depuis le début des séances d'essai libre, on voyait que la voiture répondait bien. Oscar Piastri aussi. C'est pas nécessairement lui que j'attendais là. Je pensais que Lando Norris chercherait à rebondir. Piastri, on le sait tout son talent. On peut pas remettre ça en doute. Mais je m'attendais à un meilleur week-end de la part de Lando Norris. Piastri a répondu aux attentes. Mais du côté de Norris, là, il a perdu gros, hein. Quelle erreur de Lando Ouais. Norris quand il a frappé le mur. Ça, là, c'est encore une fois, je trouve que le Lando 2.0, va falloir qu'on enlève ce chiffre-là parce que le Lando 2.0, c'est le bon vieux Lando. Les erreurs sous pression, il ne pouvait pas se permettre ça au cours du week-end. Oui, on est encore très tôt dans la saison, sauf que il y a vraiment un écart qui est en train de se créer. On est vraiment en train de décider que le championnat, même encore là, je sais, on va se garder une gêne, mais pour l'instant, les deux candidats au titre sont Verstappen et Oscar Piastri. Même si Lando, on va le dire, on va en parler un peu plus tard dans la course, demeure très proche dans les points, sauf que c'est des occasions comme ça où ça ne devrait pas arriver. Oui, on le dit, une erreur est vite arrivée sur un circuit comme ça, sauf que tu peux pas te permettre lorsque tu es dans la voiture la plus rapide. Et disons que monter un peu trop sur le vibreur, perdre le contrôle de la voiture, c'est Mm. quelque chose qui pouvait pas vraiment, vraiment pas se permettre au cours du week-end. Non, et ce que j'ai remarqué, Martin, c'est qu'à l'amorce du virage, il n'était pas assez près du mur comparativement à Verstappen lorsqu'il a braqué à gauche et lorsqu'il a été déporté tout de suite vers la droite, il était trop tard, il était déjà sur le vibreur et là, après ça, il a perdu la maîtrise de sa McLaren. C'était terminé déjà dans le mur. Euh,
Jeddah, c'est vraiment un circuit où on doit avoir une confiance à 100%. Tu ne peux pas arriver là. Si tu n'as pas assez de confiance, tu réalises pas les tours proprement, tu ne réalises pas un tour parfait, tu vas te retrouver en fond de grille. Et si tu as un excès de confiance, si tu es trop confiant, ben, tu vas aller frapper le mur. Et là, ça peut être assez catastrophique aussi. Donc, moi, je pense que Norris a cherché à pousser, oui. Est-ce qu'il savait que Piastri était, et même Verstappen, je pense aussi qu'il se doutait que Verstappen allait être dans un bon tour, peut-être plus performant que ce à quoi il s'attendait. Et après ça, ben là, écoute, c'est ça. Il est parti à la faute. Une grosse claque au visage pour Norris. Il a dit tout de suite, là, je n'utiliserai pas les mots qu'il a dit, là, mais il s'est traité d'idiot là, avec, avec un mauvais mot. Mais écoute, c'est une grosse claque au visage. Il a fallu qu'il se reprenne assez rapidement parce que c'est une occasion manquée en Q3 de ne pas faire de chrono et donc de s'élancer de facto de la 10e place. Heureusement que c'est arrivé en Q3, parce que ça aurait pu coûter Ouais. beaucoup plus cher cette erreur-là en Q1. Ça aurait vraiment été, disons que le dimanche, ça aurait compliqué son travail de beaucoup. J'ai trouvé que, on le dit, c'est risques et récompenses sur un circuit comme ça. Oui, il a commis une erreur, comme tu dis, Verstappen, dès le début des qualifications, a mis de la pression sur les McLaren. Mhm. Donc, je suis d'accord avec toi là, que ça a dû jouer un peu dans la tête. Déjà qu'il y a de la pression de la part de son coéquipier Oscar Piastri, mais là, de voir que Verstappen est là aussi, fait des bons temps. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, puis ça aurait pu coûter tellement cher, puisque même moi, là, à la reprise, je suis pas encore certain. Là, peut-être que j'ai pas vu la bonne reprise exactement, mais le tour d'Oscar Piastri avec les doubles jaunes, normalement, c'est cancellé. Hein, on annule les temps. Donc, double jaune, drapeau, lui, il n'y a pas eu de rouge. Hein, y a-t-il un? Oui, il y a eu un rouge. Mais je veux dire, Ouais. automatiquement, normalement, ça aurait dû effacer les temps. Finalement, Oscar avait réussi à franchir la ligne probablement Mhm. exactement au bon moment, mais ça aurait pu bousiller le temps de Piastri. Donc, pas juste sa course à lui ou son week-end à lui, Lando Norris, qui aurait pu mettre en péril, il aurait pu aussi mettre le week-end de McLaren au complet là, avec cette erreur-là. Là. Oui, effectivement. Et Piastri a quand même été chanceux là, dans les circonstances de franchir la ligne d'arrivée. Et quelques secondes après, là, vraiment, il passe la ligne d'arrivée et tout de suite après, drapeau rouge. Donc, Mhm. Piastri a vraiment été chanceux là, dans les circonstances. Néanmoins, un très bon tour, une très bonne performance là, du jeune pilote australien. Et un autre que j'ai trouvé très intéressant à suivre, Martin, c'est George Russell, Ben qui est à oui. un dixième de Verstappen, troisième position. Aussi, je pense que peut-être Norris a dû se faire peut-être un peu de mauvais sang à voir que Russell pouvait être capable. Et pourtant, George Russell, c'est un pilote qu'on sait depuis le temps qu'il est là, depuis le temps qu'il est chez Mercedes. Il réussit souvent à nous tirer des très belles performances en qualification. Donc, de voir que là, il n'allait peut-être pas être deux pour jouer la pole, peut-être qu'il aurait été quatre. Et là, ça aurait été à qui joue à faire le meilleur tour. Et peut-être que Norris, s'il n'avait pas eu cet accident-là, se serait peut-être retrouvé éventuellement, oui, c'est sûr, en quatrième position, troisième, deuxième, peut-être même premier, mais il y aurait eu de la compétition. Et peut-être que ça lui a joué dans la tête. On parle beaucoup du mental, et ça, c'est très important. Et là, peut-être que ça l'a déconcentré, peut-être qu'on ne sait pas, on n'est pas, on n'est pas dans la tête de Lando Norris, mais tout ça pour dire que c'est très important de, tout de suite lorsqu'on a un accident, il faut faire le focus immédiatement sur la course. On ne reste pas concentré sur ce qui s'est passé parce qu'après ça, c'est là que ça devient négatif et qu'après ça, on a du mal à récupérer pour la course. Oui, Russell, même Mercedes, était un peu décevant dans les périodes d'essai. On sait qu'ils ont sur papier la deuxième meilleure voiture du peloton depuis le début de la saison. Puis là, dans les Mhm. essais, on cherchait un petit peu de leur côté. Je pense que le fait que les températures ont descendu juste un petit peu, peut-être que ça l'a aidé, même si on n'est plus nécessairement besoin qu'ils fassent que ça soit nécessairement frais pour aider les Mercedes. Puis il faisait quand même chaud, on avait quand même beaucoup d'humidité. Mais au bon moment, lorsqu'on avait besoin que George Russell se lève, ben, il a fait ce qu'il devait faire, donc placer sa voiture troisième, mettre de la pression sur les McLaren, devancer la Ferrari de Charles Leclerc, qui a un circuit comme Mhm. ça, on le sait à quel point les circuits de risque et de récompense, Charles Leclerc fait bien, les circuits comme ça aussi, dans des rues, normalement sur le bord des clôtures, on le sait que tu sais, c'est normalement le Monégasque, le ressort, on voit tout son talent là-dessus, donc Mhm. quatrième pour Charles Leclerc, très belle qualification aussi. Peut-être qu'on l'attendait un petit peu mieux puisqu'on avait quand même eu des bonnes périodes d'essais libres. Sauf que, comme on dit, George Russell, au bon moment, est venu placer sa voiture troisième. Et un autre aussi qui a bien fait chez Mercedes, et malgré que c'était la première fois qu'il se présentait sur ce circuit-là, à moins que je me trompe, Kimi Antonelli là, qui place sa voiture cinquième, là, ça c'est assez impressionnant pour une première fois à Jeddah. Là. Mhm.
Oui, et Martin, juste petite information, oui, la F2 était à Jeddah et Ah, bien oui, Antonelli parce que avait roulé. La fois que Berman Exact, avait remplacé, il était là. Fait qu'il connaissait le exact. circuit, dans le fond. Ouais, il C'est ça. connaissait le circuit, mais c'est ça. Par contre, lorsqu'on arrive dans une Formule 1, c'est une toute autre histoire. Et quand même, très belle performance d'Antonelli, il faut le souligner là, pour un jeune pilote comme ça qui arrive et qui a réussi à nous sortir un cinquième chrono à 5 dixièmes. Oui, on va dire, OK, c'est 5 dixièmes, mais quand même, on devance pas n'importe qui. On devance Carlos Sainz, on devance Lewis Hamilton, pas des moindres. Donc, bravo là-dessus à Kimi Antonelli d'avoir réussi à soutirer le maximum de sa Mercedes comme un jeune pilote talentueux qu'on reconnaît le talent, réussi à le faire. Il a réussi à se mettre dans le rythme tranquillement, lentement mais sûrement, puis ça va vite. Ça va vite. Son temps d'adaptation est assez phénoménal. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant de la part d'Antonelli, c'est qu'il est dans le coup, et je trouve qu'il est dans le coup rapidement. Il y a en plus un 3 en 3. C'est très demandant pour les pilotes, là. Mhm. J'avais Mhm. hâte justement de voir comment ils allaient se comporter, puis de voir Antonelli se positionner cinquième. En plus, il y avait, à certains moments, il avait touché le mur lors des périodes d'essai Mhm. libre. Des fois, est-ce que ça peut affecter sa confiance? Je pense pas que c'est le genre de gars qui se laisse affecter par ça, mais quand même, lorsque tu as besoin d'aller chercher la limite, ben, des fois, tu prends un peu moins de risques à cause que tu as touché le mur là. Puis si tu frôles moins les murs, ben, à ce moment-là, tu sacrifies des dixièmes. Puis ces dixièmes-là, ben, te font reculer. Mais quand même, de se placer cinquième, c'est assez incroyable. Tu le mentionnais, Carlos Sainz, encore une fois, vient placer sa Williams devant Lewis Mhm. Hamilton. Ça doit faire plaisir non seulement à lui, à la famille Sainz au grand complet, puis aussi à ses partisans. On le sait que, bien sûr, là, ça fait pas si longtemps que ça c'est arrivé, mais Lewis Hamilton, lui, a pris son poste chez Ferrari. Donc, d'être capable de le battre à bord d'une Williams pour un deuxième week-end consécutif, hein, qui se qualifie devant lui. Donc, ça doit commencer, non seulement ça lui fait plaisir, mais ça doit commencer à déranger un peu le septuple champion du monde, ça, là. Oui, ben, écoute, je ne sais pas si tu as vu l'image, Martin, de Lewis Hamilton à la fin des qualifications, qui regardait le tableau et il s'est dit, il avait l'air découragé. Il avait l'air Mhm. carrément découragé. Écoute, c'est presque une seconde, là, 9 dixièmes derrière Verstappen. Hamilton qui, oui, cherche encore à peaufiner son adaptation avec la Ferrari, mais on voit que ça fonctionne pas tout le temps. Il est en retrait par rapport à Leclerc. Leclerc, c'est point 376 et Hamilton, c'est point 907. Donc, il y a quand même un bon écart là, entre les deux et tout. Hamilton n'a jamais, je trouve, été dans le coup en fin de semaine. Euh, on dirait pour se mettre à l'aise, comme on en parle souvent de Jeddah, c'est un circuit où il faut être absolument en confiance et j'ai pas senti un Lewis Hamilton en pleine confiance à Jeddah. Donc, c'est pour ça aussi cette septième position en qualification devant Tsunoda, quand même, qui s'est bien repris après un accident en essai libre. Donc, sur ce, bravo. Encore Tsunoda qui a réussi à se mettre dans le top 10. Donc, c'est bien de souligner. Il s'acclimate. Donc, bravo à lui. Mais du côté d'Hamilton, moi, je trouve que c'est le même Lewis Hamilton de la saison dernière, là. Mhm. Les théories qu'il était défavorisé chez Mercedes, on en parlait vendredi, là, Mhm. défavorisé par Mercedes, on favorisait Russell, l'auto n'était pas la même. Ça, c'est les théories qu'on sortait. On se rappelle ce que Toto Wolff avait dit de ces théories-là. Puis, forcé d'admettre que pour l'instant, c'est Toto Wolff qui a raison. D'après moi, t'es encore là, hein. Puis quand je regarde aussi où ce qu'on l'avait positionné chez les pilotes, là, dans les forces en présence à la fin de la saison, là, on établit un classement des pilotes, puis on l'avait mis aux alentours justement de la 7-8. C'est pas mal là qui se qualifie toujours. Puis si on le compare à Sainz, qui est dans une Williams, c'est peut-être pas la meilleure façon de l'évaluer puisque c'est pas la même voiture, mais si on le compare tout simplement à son coéquipier qui était quatrième, quand même une bonne différence dans les temps. Je sais qu'on a tout plein de raisons dans son cas, là, supposément les freins, la transmission, la couleur de l'auto, on entend tout plein de choses, sauf que moi je trouve ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de changement que l'année dernière. Et puis on avait dit, ah, c'est parce qu'il était démotivé, il attendait de. Nous, on n'a pas dit ça, bien sûr, mais c'est ce qu'on entendait, là, que c'était juste parce qu'il était démotivé. Puis là, lui, il a dit au début de la saison, je suis un nouveau Lewis, c'est à toutes les fois que je mets l'uniforme rouge, et c'est quasiment qu'il se sent comme un super-héros. En plus, on a sacrifié tout le temps d'adaptation, là, tous les essais qu'on peut faire dans le cadre de la réglementation. On les a tous donnés à Lewis Hamilton pour qu'il soit prêt. Puis on arrive dans les courses. En tout cas, je trouve que ça prend un peu de temps. Puis
comme tu dis, c'est que c'est le même visage qu'on voyait la saison dernière, dans le sens qu'il est découragé après une qualification, puis il comprend pas ce qui se passe. C'est comme si vraiment ses réflexes sont en train de le quitter. Je ramène les commentaires de David Coulthard que plusieurs avaient pas aimé. Les gens s'étaient insurgés à ça de dire, David Coulthard avait dit la première chose qu'on perd, c'est nos réflexes en qualification. Puis après ça, on perd un peu plus. Mika Hakkinen était d'accord avec ça, avait dit la même chose. Et disons, on peut pas dire le contraire là, présentement du côté de Lewis Hamilton. Il nous prouve pas qu'il est nécessairement que c'était juste une mauvaise saison la saison dernière. Il semble retourner rapidement dans ces mêmes habitudes-là. Et le visage de Lewis par rapport à la saison dernière, tu fais juste changer l'uniforme. C'est le même visage qu'il y avait chez Mercedes à se poser des questions après chaque qualification. Pourquoi il n'est pas capable de saisir les petits dixièmes, les 2 dixièmes, les 3 dixièmes qu'il consacre à chaque virage pour finalement se retrouver septième ou huitième plus souvent qu'autrement. Yuki Tsunoda, tu le mentionnais, huitième. C'est la première fois depuis Bakou en 2024 que deux Red Bulls se retrouvaient dans le top 8. Oui, bien sûr, Bakou était à la fin de la saison l'année Mhm. dernière, mais quand même, lorsqu'on regarde ça, Incroyable. là, ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable pour une écurie du devant du peloton. Une écurie aussi qui a eu un champion du monde la saison dernière. C'est pas comme si c'était une mauvaise voiture, une voiture complète, qui a pas d'affaire dans le top 10. Donc, de voir Tsunoda se placer là, c'est une bonne nouvelle. On voit le progrès aussi. Tu le disais, a eu son accrochage en essai libre, a quand même, n'a pas laissé ça le déranger, a réussi à placer sa voiture huitième. Un qui a dû travailler peut-être un peu plus fort que ce qu'on attendait. Première séance de libre du week-end, Pierre Gasly avait placé sa voiture au meilleur temps. On s'en Mhm. attendait qu'il ne serait pas nécessairement en pôle. Du côté d'Oliver Oak, chez Alpine, on avait avoué que on avait voulu faire des tests avec le moteur Renault au maximum. Question de vérifier comment la voiture répondait au boss du circuit de Jeddah. Finalement, Gasly a travaillé très, très fort, mais a réussi à se positionner neuvième. Il y a aussi le fait, je voulais Mhm. mentionner, c'est la Q3 hein, que Lewis Hamilton a réussi à passer par 0,07. Je sais pas si tu C'est as vu ça. ouais, ouais, Pour aller. c'est la Q2. La Q2 Q- par rapport à Alex Albon, c'est ça? Oui, exactement. Fait qu'il a failli même pas aller en Q2, Lewis Hamilton. Là. C'est Ça aurait ça, été. ouais. Imagine ce que je viens de dire sur lui à partir. Tu sais, puis j'essaie juste d'être. Tu sais, faut dresser un portrait honnête. À un moment donné, Ouais. les circonstances. Lewis Hamilton, c'est un septuple champion du monde, puis on lui a donné un gros chèque là, pour aller chez Ferrari. Là. Puis il voulait aller là, il disait que Mercedes avait pas une bonne voiture, elle aimait pas ce qu'on voyait, on construisait pas la voiture pour lui puis tout ça, puis là il se retrouve là, puis écoute, ça en est fallu de peu pour qu'on le voit même pas en Q3 s'arrêter, même pas en Mhm. Q2. Ça. Pour l'échapper de là, ça aurait été tout un scandale. Imagine tu parlais tu décrivais son visage là après avoir vu son temps Mhm. lorsqu'il est septième. Imagine sa face s'il avait pas passé en Q2 à quel point que, ou le visage à Frédéric Vasseur à quel point que ça aurait été une déception. Mais oui, Gasly, neuvième. Mhm. Parlant de déception, Norris, dixième. Heureusement que cet accident-là, on l'avait dit, était en Q3 parce que sinon, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Donc, il n'a pas pu compléter un temps. Donc, à ce moment-là, il se retrouvait dixième. Alex Albon, tu le mentionnais, ça en est fallu de peu aussi pour qu'il puisse passer. Mhm. Onzième, Albon. On a vraiment eu le retour. Hein, là, maintenant, au début, on voyait Albon devant Sainz. Sainz semble savoir ajuster à la voiture. Depuis quelques Grands Prix, c'est Carlos qu'on voit avoir le dessus sur Alex. Mais on voit quand même du Mhm. positif du côté de Williams. Là. On voit qu'on est capable de compétitionner sur un circuit comme celui justement d'Arabie Saoudite où on est à grande vitesse. Quand même, la Williams répond bien depuis le début de la saison. Oui, elle répond bien, puis ça va être de bonne guerre entre les deux pilotes parce que c'est deux pilotes qui se poussent mutuellement un et l'autre. Et là, on va voir aussi le temps d'adaptation. Oui, c'est un nouvel environnement pour Carlos Sainz. Là, il commence à prendre ses marques tranquillement, pas vite. Moi, j'ai hâte de voir la suite des choses, la suite de la saison, à voir comment ça va se dérouler. Mais je suis sûr que ce duo de pilotes-là, comme on en avait déjà parlé, va hausser le niveau de Williams. Ça va les propulser vers le haut. Je suis aucunement inquiet de ça. Comme tu dis, Martin, il s'en est fallu vraiment peu pour Alex Albon. J'étais sur le bout de mon siège, mais il en manquait un petit peu pour le pilote anglo-thaï. Mais bon, c'est comme ça. Il en manquait pas gros. Point 007. Ouais. Et en
Information importante à savoir, on a vu la Racing Bulls de Liam Lawson quand même bien faire. Mhm. Veut pas, ben, il commence à s'acclimater. Il n'y a pas eu de pré-saison dans cette Oui. voiture-là puisqu'il était chez Red Bull, donc lui aussi commence à bâtir un peu de confiance. Mais quand même, les deux Racing Bulls, les deux Ferrari et les deux Red Bull avaient choisi d'opter pour des nouveaux groupes motopropulseurs pour le week-end. Encore là, pas pour s'acharner sur lui, mais encore là, quand tu regardes que Lewis Hamilton, malgré un nouveau moteur qui donne normalement plus de puissance pour un week-end comme ça, qui se qualifie quand même septième, pour être capable de se placer devant Sainz, devant Antonelli, devant tu sais, normalement, avec un nouveau moteur, on est capable d'aller chercher plus de performance. Donc, est-ce que ça l'a aidé Liam Lawson à positionner sa voiture 12e? Je pense qu'il y a un peu des deux aussi. Oui, on avait de la puissance, mais il y a aussi la confiance qui commence à rentrer dans tout ça. Donc, Lawson 12e, on va le prendre. Un qui a travaillé très fort, là. Je pense que c'est le talent qui a fait la différence. J'ai beaucoup de doutes que la Aston Martin, la vraie position de cette voiture-là, c'était 13e. Je pense que Mhm. Alonso a fait la différence. Oui, parce que on va s'entendre comme on le pense et comme beaucoup d'auditeurs doivent le penser. Aston Martin, c'est une voiture qui aurait du mal à se hisser en Q2. Donc, moi, c'est avoir le talent naturel de Fernando Alonso encore à son âge, capable de réaliser des petits miracles à gauche et à droite comme ça. Donc, bravo encore d'Alonso de repousser les limites, de montrer encore son talent à son âge. 13e position. C'est sûr que ça ne lui fait pas plaisir de se battre pour ces positions-là, mais on met le focus sur 2026 du côté d'Aston Martin, là. Donc, on est là, oui, mais on s'entend que le gros, ça va être la saison prochaine. Donc, Alonso, saison, on va dire, de transition, là, tout simplement, en vue de 2026, devant Isaac Hadjar sur la Racing Bulls et Oliver Berman, 15e. Oliver Berman qui sûrement eu des bons souvenirs en retournant sur ce circuit-là, là, où il avait fait ses débuts en urgence, remplacé Carlos Sainz, qui avait dû aller à l'hôpital se faire opérer. C'est là qu'on avait fait appel à Oliver Berman. C'est là qu'on a vu qu'il était taillé sur mesure pour avoir un volant en Formule 1, qu'il était prêt. Après ça, Ferrari a décidé de lui trouver une place chez Haas. On sait le partenariat entre l'écurie américaine et l'écurie italienne. Donc, il répond bien depuis le début de la saison. 15e pour Berman. C'est sûr que c'est pas facile. On parlait justement de ça vendredi, comme quoi Yao Komatsu mentionnait que les tours de qualification, c'est rendu la faiblesse chez Az. On a complètement inversé. Avant, c'était le point fort, puis le dimanche, on avait de la difficulté. C'est le dimanche qu'on marque des points. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça positionne les pilotes à faire du rattrapage, mais quand même, si on est capable de mettre les deux morceaux ensemble, là, puis de trouver une façon d'être aussi compétitif en qualification qu'en course, parce qu'en course, on prend des bonnes décisions stratégiques normalement depuis le début de la saison. Puis la voiture répond bien sur plusieurs tours. On ménage les pneus. Donc à ce moment-là, Berman en se plaçant 15e, encore une fois, le dessus sur Esteban Ocon. Ça, j'ai hâte de voir là, comment ça va évoluer, ce dossier-là, au cours des prochaines semaines, parce que j'ai l'impression que ça va commencer à fatiguer le français aussi. Un que ça doit commencer à fatiguer, c'est Lance Stroll. 16e. Il se passe pas grand-chose du côté de Stroll. Je sais que la voiture répond pas bien. Tu le mentionnais, Aston Martin, on sacrifie cette saison-là. Je pense que ça nous fait plaisir aussi d'aller chercher plus de temps de développement pour la voiture de 2026. Donc déjà là, on avait terminé 5e la saison dernière. Donc, si on continue dans ce sens-là, ben, on risque de gagner encore plus de temps à compter du 1er juillet. J'ai l'impression que ça fait partie de la stratégie, mais quand même, Lance Stroll qui nous avait habitués à un bon début de saison après les deux premiers Grands Prix, mais là, c'est vraiment tout le contraire là, depuis ce temps-là. Oui, c'est ça. Et surtout en Arabie Saoudite, où, où on voit la crème de la crème ressortir souvent dans les pilotes. Et souvent, on regarde les voitures, oui, il y a les voitures plus performantes, bien évidemment, mais lorsqu'on on regarde sans critiquer le niveau des pilotes, ensuite, on voit Stroll, Doohan, Hülkenberg. Ben là, Hülkenberg, on sait, c'est un bon pilote, c'est un pilote de qualification, mais avec la voiture qu'il a, c'est pas facile de faire des miracles avec ça. Euh, c'est Ocon et Bortoletto, c'est compliqué pour les pilotes de se faire valoir là-dessus. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, surtout pour un gars comme Hülkenberg et Ocon qui n'arrivent pas à mieux se positionner sur la grille. Dans le cas de Stroll, je dirais pas que c'est difficile à dire, je dirais pas que je suis étonné, mais je ne suis pas étonné de voir Stroll avoir autant de mal. On sait que la qualification, c'est pas son point fort, c'est pas sa tasse de thé, Alan Stroll. Donc,
Non, pas étonné, mais je suis sûr qu'il a déjà, il a déjà les yeux tournés vers 2026, le pilote canadien. C'est aussi un circuit où il avait eu deux gros accidents là, dans Mhm, les dernières saisons. Donc, la confiance est peut-être pas toute là. Peut-être que la mémoire, il y a des mauvais souvenirs dans certains virages. Ça en est fallu de peu à un moment donné. Il y a eu un drôle. Je sais pas si tu as attrapé ça. C'était dans les séances. C'était séances de série de qualification que le derrière a complètement décroché. Puis il s'en est mhm, fallu de peu pour qu'il ait frappé la clôture. Donc ça, c'est sûr que des petites aventures comme ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça rappelle à quel point que ça peut cogner fort. Là, fait que mhm, c'est pas, puis on le sait, le Suzuka aussi lorsque ça va très vite, c'est pas nécessairement. Oui, globalement, en qualification, c'est pas sa force, mais ce type de circuit-là aussi ne rentre pas nécessairement dans les caractéristiques qui le fait briller dans les habitudes. Tu le disais, Doohan, 17e, c'est sûr qu'il est loin de son coéquipier Gasly. On a eu une bonne nouvelle, hein, Jack Doohan, comme quoi qu'on allait continuer l'aventure, continuer l'échantillon de l'évaluer. Donc, on a peut-être enlevé un peu de pression sur lui, sauf que la période, on regarde encore. Là. Il y a encore que lorsqu'il se regarde dans le miroir, il y a encore l'ombrage de Franco Colapinto qui est pas très loin. Mais quand même, Jack Doohan, j'imagine que ça va peut-être l'aider sur un jeune pilote. Pas une situation parfaite là, lorsque tu commences à F1 puis que tu sais que ton remplaçant est déjà dans les paddocks à côté de toi. Mais là, on a comme voulu lui donner un petit vote de confiance en disant ah, on va continuer de le regarder, le laisser faire l'histoire des 5 Grands Prix. Après ça, Nico Hülkenberg, tu disais oui, pas facile dans une stack. Même si des fois on a des beaux flashs, mais quand même, on l'a vu, là, la voiture ne pouvait pas faire grand-chose sur ce circuit-là. Ocon, ben lui se cherche, on se cherche aussi du côté de Haas. Puis Bortoletto, ben, pour un jeune, situation vraiment pas idéale, là, avait pas eu de séance d'essai libre. Donc, on le dit, il faut bâtir une confiance sur un circuit comme ça. Lui, il n'en avait pas. En plus, il a eu une perte de contrôle au début des qualifications. Donc, on s'attendait pas à le voir ben, vraiment plus loin qu'une 20e place. Là. Non seulement puisqu'il a cette voiture-là, mais aussi lorsque tu peux pas bâtir tes réglages sur une fin de semaine, c'est très, très dur de faire mieux que ça. Vraiment cocasse du week-end. Je sais pas si tu as vu, on essaie toujours de garder les fameuses enveloppes chauffantes le plus long possible, le plus longtemps possible sur les voitures. Est-ce que tu as vu Pierre Gasly, c'est Gasly ou Doohan, mais la Alpine quitter les puits avec l'enveloppe chauffante encore sur ses ouais. pneus? Ouais, j'ai trouvé ça assez, assez loufoque. Et je me suis dit, est-ce que ça pourrait. Ça aurait pu arriver à deux écuries, soit à Stack Kickstarter ou à Alpine. Ouais. Et là, ça est arrivé à Alpine. Mais Je As ne n'est sais pas pas pire pourquoi. avec ces choses-là des fois aussi, là. Ouais, Avec ces ouais. moments-là. Ouais, ça m'a Mais fait rire au de moins, ça. ouais, au moins, il y a pas eu de blessés parce que, mettons, si on aurait eu un mécano qui, mettons, aurait retiré l'enveloppe et il aurait pu avoir un risque de blessure aussi. Ça aurait pu avoir une grosse incidence sur un accident. Mais heureusement, il n'y a rien eu. Donc, ça, là-dessus, c'est un moment cocasse, mais au moins, il n'y a pas eu de blessés. Au début, j'ai eu peur, mais j'ai comme vu le mécano vouloir se mettre la main près de la roue, mais l'auto Mhm. avançait, puis on dirait que, tu sais, des fois, c'est des réflexes, mais on dirait que le cerveau a pris le dessus, puis dire non, non, mais pas ta main là, puis là, finalement, la voiture a Mhm. arrêté, puis là, il est allé le retirer. On a vu aussi, on va modifier hein, la ligne des puits en Arabie Saoudite pour la saison prochaine. C'était pas évident, on a vu beaucoup de pilotes là, sortir, pas être capable de tourner, braquer le volant complètement. On était obligé de Mhm. demander de l'aide à nos mécanos pour faire reculer la voiture, pour être capable de clairer le mur des puits et être capable de s'élancer. Mais ça va être remédié au courant de, pas au courant de l'été, de l'hiver. On va faire ces travaux-là là, pour que la ligne des puits soit plus large et plus facile de circuler à compter des prochaines saisons. Donc ça, c'est des modifications qu'on va apporter du côté de Jeddah. C'est ce qui conclut notre journée de samedi. À part de ça, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ces qualifications-là, à part qu'on a eu un bon spectacle, la pole de Verstappen, il y a eu quelques déceptions à travers certains pilotes, mais quand même, Mhm. on voit encore une belle parité qui s'installe, une belle compétition. Je sais que je me répète, mais depuis le début de la saison, je pense pas qu'on ait eu une séance de qualification. Les journées du samedi ne déçoivent pas. Là. Ça vaut la peine de regarder ça. On a un très bon spectacle le samedi. Et Jeddah n'a pas déçu. Exactement. Bon, on va passer maintenant au dessert, dans le fond, à l'épreuve finale, c'est-à-dire le Grand Prix qui avait lieu dimanche après-midi. Comme on disait, c'était dimanche après-midi à compter de 1 heure ou 13 heures, parce qu'on est de retour dans le PM. Ça fait du bien, hein, Kevin, de retrouver un horaire standard, même si tu étais capable avec la technologie aujourd'hui de quand même jongler avec ton horaire, même si peut-être que ça aurait été avec un nouveau-né, un Grand Prix en pleine nuit, peut-être que ça t'aurait diverti un peu en donnant le biberon. Mais quand même, pour moi, de mon côté, ça fait du bien d'être de retour à un Grand Prix à une heure plus
normal. Ça n'a pas déçu. On a eu énormément de contenu pour notre podcast. Comme on en a, les Grands Prix depuis le début de la saison ne nous déçoivent pas, mis à part peut-être un petit au Japon. On avait quand même réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Mais là, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits au cours de ce Grand Prix-là. Bien sûr, la victoire de Oscar Piastri qui accentue la pression sur son coéquipier, Lando Norris. Quand je dis la pression, ben, il y a la pression à plusieurs endroits, hein, parce que non seulement au championnat des pilotes, il prend l'avance, ben, il y a aussi le fait que Piastri, c'est sa cinquième victoire en carrière. Il légalise le sommet de Lando Norris, malgré que Lando Norris a beaucoup plus de saisons en F1 que Piastri. C'est une septième saison pour Norris, puis c'est une troisième du côté de Piastri. Donc quand même, 5 victoires, égalité des deux côtés. C'est beaucoup de pression là, pour le pilote britannique. Je sais que si on lui pose la question, on va dire, ah, je regarde pas ces statistiques-là, mais ça, j'ai beaucoup de doutes à ça. Je pense que ça va continuer. En plus, c'était la première fois depuis le début de la saison qu'un pilote remportait la victoire sans s'élancer de la pole position. Oui. Et ça comprend aussi la séance de qualification et la course sprint qui avait eu lieu en Chine. Hamilton avait eu la pole et avait remporté la course aussi. Donc, c'était la première fois que ça arrivait. Et c'est aussi la McLaren devient la première équipe à remporter une course sur 50 Grands Prix différents, donc à 50 endroits différents. Une statistique qui peut sembler banale, sauf que McLaren, oui, a beaucoup d'histoire, mais c'est pas Ferrari non plus. On n'est pas là nécessairement depuis le début, là. Mhm. Non, c'est ça, effectivement. Et aussi, Martin mentionnait la 193e victoire pour McLaren. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Nous, on est au deuxième rang de l'histoire derrière la Scuderia Ferrari. Donc, bravo à Oscar Piastri. Une belle course, bien fait, bien gérée, sans oublier un petit incident. Un petit incident au départ, on va y revenir, mais fait intéressant aussi, 82 Grands Prix de moins de Piastri par rapport à Norris. Mhm. L'écart entre les deux, et les deux ont 5 victoires. Donc, ça prouve à quel point on voit le talent de Piastri parce que McLaren n'ont pas la voiture dominante, la voiture de tête, on va dire, qu'ils ont en ce moment que c'était il y a quelques années. Il y a quelques années, on se rappelle, McLaren, ça jouait pas fort, là. On Non, avait, non, c'est on ça. avait Fait du mal à sortir de la Q1, là. exactement. Faut être honnête envers Lando. C'est pas comme s'il avait toujours eu la voiture pour gagner, sauf Mhm, que depuis que la voiture est compétitive et qu'on peut se permettre de remporter des épreuves, mhm, ben Piastri est là et Lando est là. Donc, à mhm. cet égard-là, on fait quand même jeu égal. Depuis, on peut dire depuis Miami l'année dernière, là, c'est quand même, tu sais, c'est là que Norris avait remporté sa première victoire. Et puis, puis Oscar, ça a été un peu plus tard dans la saison, mais quand même, depuis Miami l'année dernière, c'est 5 victoires de chaque côté pour un pilote qui a moins d'expérience. Donc, ça prouve encore là, qu'il suit sa réputation. Oscar, l'Australien qui est arrivé en F1 avec un titre de F4 Renault en poche, un titre de Formule 3 et un titre de Formule 2, arrive en F1. Il n'a pas déçu, là. Depuis le début, il montre qu'il appartient à une classe, on peut pas dire encore une classe à part, mais on pourrait en venir à là d'ici la fin de la saison quand même. Il montre de très beaux atouts. Il avait des côtés, des points à travailler. C'est normal, parce que ça arrive en F1, tu contrôles pas la gestion des pneus, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de pistes aussi où il avait jamais évolué. Mais tout ça, ça commence à rentrer. Puis là, les gestions de course, là, vraiment, Oscar Piastri, c'est quelque chose il a très bien travaillé. Oui, tu le mentionnais, excellent départ de sa part, sauf que il y a eu un incident entre lui et Max Verstappen qui, malheureusement, euh, je crois que c'est venu nous priver d'un très bon spectacle qu'on aurait pu avoir. Je pense que ça a été un rendez-vous manqué. Je vais pas lancer le blâme au commissaire. On peut mettre le blâme sur Verstappen, on peut mettre le blâme sur Red Bull, on peut pointer du doigt. Mais je crois que si on avait laissé ça aller, on aurait probablement eu un des meilleurs Grands Prix de la saison, puis on aurait eu probablement notre meilleure bagarre ou notre première bagarre pour une première position qu'on n'a pas eu encore cette année. J'ai été un peu déçu à cet égard-là. J'ai trouvé sévère à l'endroit de Verstappen cette pénalité-là. Je sais qu'on a changé les règlements. Maintenant, on a un peu changer la règle d'engagement, là, la règle de bagarre. Sauf que j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à l'ancienne. Sauf qu'en même temps, il y a encore des points à travailler. Disons que, tu sais, Verstappen, il est là. C'est le premier virage aussi. Normalement, on est plus clément. Je sais qu'il y a eu des comparaisons qui se sont faites avec d'autres situations.
dans d'autres années antérieures, sauf que c'était pas le premier virage. Je trouve que normalement, le premier virage, on traite ça dans un dossier, on traite ça d'une façon différente parce qu'on sait, plusieurs voitures, on est arrêté, c'est des départs arrêtés. Après ça, on s'élance, on arrive dans le premier virage. Des fois, il y a plusieurs voitures qui peuvent s'accumuler. Puis là, finalement, on a décidé de sévir à l'endroit de Verstappen. J'ai lu énormément de commentaires. On m'a envoyé des questions aussi. Dit, ah, mais pourquoi on n'a pas redonné la place chez Red Bull? Oui, maintenant, c'est la FIA ne communique plus avec les écuries pour dire, ah, vous devez redonner la position. On laisse les écuries s'arranger entre eux, entre elles. Mais à ce moment-là, il y a eu la voiture de sécurité. Donc, du côté de Red Bull, on a été privé du temps qu'on avait pour évaluer la situation, pour regarder c'est qui, tu sais, parce que ça se passe vite, puis c'était très serré, là. Même si certains ont pensé que c'était clair, clair, clair. Lorsque tu regardes les reprises, même Christian Horner se promenait avec une photo là après le Grand Prix pour montrer à quel point que au point de corde ils sont égales. Même si Verstappen a levé le pied sur son frein, il était quand même là. Donc à ce moment-là, c'était très compliqué pour Red Bull de prendre une décision tout de suite de dire oui, redonne la position à à Oscar Piastri plus tôt. Puis en plus, la voiture de sécurité après ça est intervenue. Puis là, on peut pas faire de dépassement. Donc, puis c'était pas une bonne idée à la relance de se tasser sur le côté de donner la position à Oscar Piastri. Ça y aurait coûté plusieurs. Donc on était dans une situation un peu particulière, là. C'était pas facile du côté de Red Bull pour prendre une décision, là. Non, c'est ça. On était, disons, perdant dans les circonstances, Mm. dans les faits de course, malheureusement. Et c'est dès que la relance a lieu à la sortie du dernier virage, on réaccélère. Et quelques instants après, Martin, quand Verstappen a passé la ligne d'arrivée, on annonce le 5 secondes de pénalité qui lui est déjà infligé. Donc, le mal était fait. Malheureusement, tu as raison, on s'est privé d'une très grosse bataille, une bataille qui aurait pu être fort intéressante entre deux pilotes extrêmement talentueux sur un circuit à haut risque à Jeddah. J'aurais aimé voir qu'est-ce que la Red Bull aurait pu donner comme fil à retordre, surtout avec Verstappen par rapport à Piastri qui est dans une monoplace beaucoup plus compétitive, bien meilleure que la Red Bull. On sait qu'il y a eu des évolutions, on l'avait mentionné, que Red Bull a apporté des évolutions et tout, mais concernant Max Verstappen, tu ne peux pas le compter pour battu. Et c'est certain que Verstappen, au freinage du premier virage, il allait tenter le coup, c'est normal. Il voulait réussir à garder sa position et tout. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé ça un petit peu sévère, mais malheureusement, dans les circonstances, excusez l'expression, le timing, dans le temps qu'on avait, en plus avec l'accrochage de Yuki Tsunoda, mine de rien, son coéquipier, et Pierre Gasly, le mal était fait avec le drapeau jaune, la voiture de sécurité. Donc, mauvaise situation pour Red Bull qui a perdu à ce jeu. Ce que j'ai de la misère à comprendre là-dedans dans le jugement de la FIA, c'est que Verstappen sort de piste, oui, gagne un avantage ou garde sa position à cause qu'il quitte la piste, mais évite un contact. Parce que sinon, il y aurait eu un Mm. contact. Oui, Autrement dit, à d'autres moments de sa carrière, Verstappen aurait probablement resté là, puis les deux se seraient touchés. De l'autre côté, tu as Yuki Tsunoda qui vient en contact avec Pierre Gasly, puis il n'y a pas de pénalité. Donc, tu évites un contact, tu es pénalisé, tu fais un contact, tu n'as pas de pénalité. Tu sais, je sais que la c'est course. assez, c'est assez étrange, hein? Ouais, c'est ça. C'est dur. Tu sais, quelqu'un qui a jamais regardé la Formule 1 se demande, dit, OK, se rentrer dedans, c'est correct, mais tu sais, je comprends que c'est pas mieux court-circuiter un virage, sauf qu'on le fait Mm. parce qu'il n'y a pas d'espace. Puis, pour les gens aussi moi, j'aime ça, là, tu sais, faire l'arbitre, là, le juge, là, on regarde ça neutre, là. Je me dis, à l'inverse, si on inverse les deux voitures, Verstappen envoie Piastri à l'extérieur, il y a des gens qui se seraient insurgés, là. Il aurait dit, ah, Verstappen ne laisse pas d'espace, a poussé Piastri à l'extérieur. Les gens n'aiment pas plus ça lorsqu'on voit Verstappen faire ça. Donc Mm. là, de ce côté-là, je vais mettre la table, là, préparez-vous pour le reste de la saison parce que Max, il absorbe, hein, ces choses-là. Fait que soyez pas surpris là, à Miami ou n'importe où, si Piastri de l'autre côté, il va le pousser à l'extérieur, là. Il va aller le reconduire jusqu'à la ligne. Il laissera pas d'espace. C'est correct parce que on le disait avant, pilote à l'extérieur. Sauf que ça, c'est un virage particulier parce que oui, tu es à l'extérieur dans le 1, mais techniquement, tu es vite rendu à l'intérieur aussi, dans l'autre. Mm. Fait que normalement, les deux pilotes devraient essayer de coexister là-dedans. Il n'y a pas vraiment de règle de dire, ah, il est complètement à l'extérieur, puis les deux sont là, tu sais. Puis je sais que ça passe pas vraiment deux voitures, mais en même temps, si Verstappen lève le pied, ben, oublie ça, il est à la merci de
de tous les autres pilotes après. Le Russell, Leclerc, tu ne peux pas lever le pied dans ce virage-là, tu n'as pas le choix de faire ça. Je pense que c'était le meilleur réflexe. Sauf que on a mis la table. Est-ce que ça va créer des précédents pour le reste du. Est-ce que c'est vraiment ça, les nouvelles règles? Les nouvelles règles d'engagement, on les a vues. Donc, il ne faut pas être déçu ou être fâché si on voit Verstappen utiliser la même stratégie qu'il avait utilisée dans le passé aussi, de dire, bon, tu es à l'extérieur, je vais carrément te couper le chemin. Puis si tu court-circuites, ben, c'est quoi le message qu'on va entendre, Kevin? C'est quoi qu'on va entendre Verstappen dire à son ingénieur? On va dire, oh, une petite pénalité pour un monsieur X, pour un monsieur Y. C'est ça. Tout de Il suite, est court-circuité, c'est va ça. tomber sur le gros. Ah, tu sais, même si c'est moi qui laisse pas de place, ah, il a court-circuité, 5 secondes de pénalité. C'est sûr qu'il va dire ça, là. Puis si ça arrive pas, ben là, on va se poser des questions. Et Fait que, Verstappen aussi, c'est un pilote que, tu l'as mentionné, c'est un pilote qui a une très bonne mémoire. C'est un pilote qui connaît les règlements. Nombre de fois qu'on l'a vu, on n'a pas remonté très, très loin. Au dernier Grand Prix, Norris est à l'extérieur de sa boîte. Au départ, il l'a vu, il est au courant, il le mhm. sait, il connaît les règlements. Et Verstappen, je suis personnellement d'accord avec toi, Martin, lorsque ça va arriver, et je crois que ça va arriver avec la lutte avec Oscar Piastri, Verstappen ne fera pas de cadeau, on le sait, mais Piastri non plus ne fera pas de cadeau parce que Piastri est un pilote beaucoup plus solide mentalement que Lando Norris. On le voit, Piastri n'est pas le genre de pilote à paniquer, à faire autant euh, d'erreurs, je dirais, de jugement, d'erreurs inutiles, si on peut dire. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner entre les deux parce que Verstappen a la mémoire longue, mais Piastri est d'un calme assez redoutable. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour la suite, mais chose certaine, ça promet. On a mis la table pour quelque chose. Ouais. Je peux vous dire, là, ça, ce n'est que le chapitre 1. Là. On va voir d'autres choses. Là. Vous pouvez être persuadé. Il va falloir juste se rappeler, en espérant que les directeurs de course et les commissaires vont se rappeler comment on a jugé cette situation-là. Parce que là, c'est sûr que normalement, tout le monde devrait prendre ça pour exemple pour savoir c'est quoi les règles qui sont établies. La seule chose, c'est que je trouve qu'au premier virage, j'aurais aimé ça qu'on soit plus clément. J'aurais aimé ça qu'on nous laisse ce spectacle-là. Surtout qu'on a été clément à l'endroit de deux voitures qui se sont complètement rentrées dedans. On n'a pas donné de pénalité à personne. Puis tu sais, les gens qui vont dire, ah, ben on n'a pas donné de pénalité à Tsunoda parce que sa course était terminée, mais on a déjà vu dans le passé une pénalité qui se transfère sur un autre Grand Prix, là. Si tu as Mhm. bousillé la course de quelqu'un, tu peux arriver avec une pénalité lors d'un autre, une pénalité sur la grille, normalement, qu'on transfère, Mhm. puis on n'a pas fait ça. Parce que, oui, Piastri était complètement à l'avant de Tsunoda, là, sur ce virage-là, là. Tu sais, si on prend le temps d'analyser ce côté-là, c'était loin d'être égal. C'était loin d'être la même situation que Oscar et Max, là. Mhm. Ouais, c'est ça, ça a été. J'ai, je disais ça à un ami, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir un accident au premier tour. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pas au premier virage. Mais à un moment donné, il va y avoir un accrochage entre quelques voitures et tout. Et bon, finalement, ça a été Tsunoda quelques virages plus loin avec Pierre Gasly. Euh, Ouais, notre bon ami de- Simon Bachand, lui, oui, l'auteur du livre Neuf Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque, jamais voulu vous le ouais. procurer. Ben, Simon, justement, avait prédit un accident entre Oscar Piastri et Max Verstappen. Disons que ça a passé très près, là. Si Verstappen ne prenait pas cette décision-là, ben Simon Bachand avait raison. Et je dirais que ça a été dommage, juste à revenir très, très rapidement, l'accrochage Gasly-Tsunoda. Ça a ruiné un week-end vraiment super pour Pierre Gasly qui faisait tellement bien Mhm. depuis le vendredi. Donc, dommage de ce côté-là. Ben, même pour Mais c'est. Tsunoda qui avait une chance de marquer des Ben points. Je oui. sais que il est plus dans le tort que Pierre, là. Sauf que c'est pas quelque chose que, disons que les points, il les aurait bien pris, puis Red Bull aussi, là. Mhm, effectivement. Et si on revient à la suite du classement, donc Verstappen deuxième, vraiment pas content à l'arrivée, effectivement. On l'a vu dans les commentaires. Ben, il a Pas de bonne perdu par humeur. 2,6 secondes. Ouais. Puis en Deux, plus, ouais, à peu près, ouais. ouais, ben, environ là, c'est ça. Puis il y a eu la pénalité de 5. Donc, c'est Mhm, sûr que la compétition, tu sais, on peut quand même tirer du positif de ça du côté de Red Bull. mhm, Sauf que lorsque tu regardes, bien sûr, 2,6 secondes, c'est un peu décevant de dire, ah, on était dans le coup. On aurait pu, encore là, de là, ce que je mentionne, qu'on aurait eu une belle bagarre pour la première position, puisque c'était pas perdu d'avance pour Red Bull, là, c'était pas gagné d'avance non plus pour McLaren. Donc, à ce moment-là, on aurait défendu des positions en piste. Donc, mhm, ça aurait été intéressant là, d'avoir l'opportunité de les voir faire ça. Encore là, ben, c'est sûr qu'il y a des décisions. Puis aussi, je voulais répondre à la question que j'ai reçue de certains auditeurs. La raison, c'était pas une meilleure décision de redonner la position, puisque on était quand même, le fait de rouler dans l'air propre,
tout ce temps-là, ça l'a quand même aidé Red Bull. Donc, de redonner la. Tu sais, j'écoutais Christian Horner, puis j'étais pas mal d'accord avec ce qu'il mentionnait. Il disait, même si on avait eu le temps d'analyser, on n'aurait peut-être pas été pour. C'était trop serré pour qu'on puisse trancher. Mhm. Puis en plus, si vraiment ça avait été plus clair, ben ça nous aurait peut-être coûté plus cher que 5 secondes si on avait redonné la position. Puisqu'après ça, ben on aurait été, comme je disais, à la merci, oui, de Russell, de Leclerc, mais aussi dans l'air sale de Piastri tout le long. Donc, on ne sait pas comment que ça aurait répondu. Donc, on a décidé de favoriser par ça. Donc, c'était pas nécessairement là, on n'aurait pas tout réglé nos problèmes en redonnant la position nécessairement dès le départ. Non, c'est ça, effectivement. Et bon, c'est sûr que c'est enrageant pour Verstappen de terminer à aussi peu de secondes que ça, je vois 8, ouais, 2,8. 2,843. Ouais. 2,843, c'est pas grand-chose quand on regarde après ça la pénalité, à cause de la pénalité qu'il a reçue. Donc, c'est normal que Verstappen soit très frustré en plus de cette pénalité-là. Un qui a très bien fait, Martin, Charles Leclerc. Ah, Charles Charles Leclerc, Leclerc, vraiment, ouais. ouais. Toute une performance, tout un relais Leclerc en pneu médium. J'ai été surpris de le voir étirer ça à ce point-là. On a on a étiré l'élastique au maximum là, du côté de Leclerc. Mais finalement, ça a payé. Ça a payé et ça a été une très belle performance, une très belle gestion de la part du pilote monégasque qui a réussi à aller chercher le podium aujourd'hui. C'est pas facile pour Ferrari. On a du mal à comprendre la voiture. Leclerc ne se sent pas totalement en confiance. Ça a été un petit peu mieux en fin de semaine, mais on voit qu'il y a du travail à faire et ça va donner un baume là, sur le cœur de Ferrari. Donc, bravo aux Monégasques pour cette performance-là, pour ce podium. J'ai envie de, sans enlever le crédit à Charles Leclerc, qui a très bien fait, a gardé des médiums plus longtemps que n'importe qui. Mais j'ai envie de donner du crédit à Ferrari aussi. On le fait pas souvent sur les stratégies. La semaine dernière, on l'a fait parce que, encore une fois, on avait eu une bonne stratégie, mais encore cette semaine, je trouve que on avait vu juste là, du côté de Leclerc de le laisser en piste. Je sais pas à quel point que lui aussi a eu son mot à dire là-dedans. Bien sûr, c'est sur papier ou sur l'ordinateur de dire que ça va fonctionner, c'est une chose. Il faut aussi que le pilote livre la marchandise. Mais on critique Mhm. tellement la Scuderia lorsqu'on se trompe que 2 semaines, deux en deux, côté stratégie, je trouve qu'on a bien fait. Donc, je voulais quand même saluer ce point-là pour l'équipe Mhm. rouge. Lando Norris, quatrième. Charles Leclerc aussi, là, qu'il dise merci à Lewis Hamilton. Puis il faut qu'il dise merci à Lando Norris qui semble avoir plus de temps que n'importe semble demander plus de temps que n'importe qui sur la grille à s'adapter. S'adapter à des choses puisque son 2 tours, 3 tours qu'il a perdu derrière Lewis Mhm. Hamilton à pas comprendre comment gérer le DRS. Ça, j'ai été déçu. Déçu de Lando Norris. On le dit, beaucoup d'expérience quand même. C'est pas un nouveau pilote, c'est pas une recrue. Pas capable de comprendre encore comment passer un septuple champion du monde qui va mettre toutes les chances de son côté. Puis Lewis jouait beaucoup, là. C'est grâce à Mhm. le temps que Lando a perdu derrière Lewis Hamilton, c'est un podium qu'il a perdu. Oui, effectivement, c'est un podium qui a perdu et il a fallu trois fois à la troisième occasion pour que Lando, sans rien lui enlever, comprenne que c'est pas en arrivant au dernier virage qu'il va devoir tenter une manœuvre de dépassement parce que par la suite, il y a le DRS. Ben Et oui. c'est là qu'Hamilton a réussi à en profiter pour dire: Ah non, t'as pas été assez intelligent, je vais te repasser. Il le faisait assez avec brio pour que finalement, Lando Norris, après la première fois, OK, je vais réessayer, même endroit. Non, ça ne fonctionne pas. Ah ben là, finalement, je vais me ranger derrière Hamilton au dernier virage pour après ça réussir à le passer au premier virage. Ah bon, c'est fait. Mais C'est il a même son fallu ingénieur trois qui l'a fois. dit, je pense. Oui. Ben, il a fallu trois fois. C'est ça. On a perdu du temps, un temps crucial, Martin, là-dessus. Et c'est dommage, mais je trouve que c'est rare qu'on voit des dépassements à ce virage-là. Ça peut arriver, mais il faut être sûr d'avoir une très bonne relance, d'avoir des bonnes gommes en bien meilleur état que ceux de son rival pour pouvoir réussir à s'échapper par la suite, Puis en pour ne pas plus, réussir à se faire attraper. puis en plus, Kevin, McLaren, depuis le début du week-end, on parlait qu'on avait opté pour un peu plus d'aéro, un peu plus d'appui, pour être plus solide en virage, mais on a fait un compromis avec la vitesse de pointe. Donc, tu sais que pour passer la Ferrari, t'as pas de la vitesse brute en ligne droite pour le passer. Tu vas avoir besoin du DRS parce que déjà là, tu as un déficit de vitesse de pointe par rapport à la voiture de Lewis Hamilton. Ça, c'est des choses que, tu sais, si on fait une comparaison avec Max Verstappen, il l'aurait su, ça, là.
Mm. Il aurait compris que Ouais. de comprendre ta voiture, de comprendre les règlements, de comprendre où tu te trouves sur le circuit. J'ai vraiment été déçu de Lando Norris. Je me dis, hey, écoute, c'était un jeune pilote, tu fais comme, OK, c'est le métier qui rentre, là. Il se fait face à un vieux renard en Lewis Mm. Hamilton. Puis tu sais, Lewis a très bien fait, là. J'enlève vraiment Mm. rien, là. Je salue ce que Lewis a fait. Ça a été du travail d'équipe. C'est un podium d'équipe. Oui, Leclerc a fait très bien avec les médiums. Tout ça, je suis parfaitement d'accord. Ferrari a donné une bonne stratégie. Mais je suis persuadé que si Lewis Hamilton retient pas Lando Norris, il n'y a pas de podium pour Charles Leclerc, là. Mhm. Effectivement. Puis tu t'en souviens, Martin, l'année passée au Grand Prix de Chine, à quel point Hamilton est allé complètement mettre Ben oui. Lando Norris de travers dans le premier virage. Il l'a encore fait cette année, Mhm. on s'en Il souvient. apprend, on Et l'a mentionné, c'est ça que j'avais dit, il ouais, apprend ouais, pas de ses erreurs. Ça devrait être c'est dans ça. le livre, là, ça. Dans ton cahier de notes, ça devrait être marqué, ça, là. Et encore une fois, dans le Grand Prix, se fait encore dépasser comme ça par Lewis Hamilton. C'est. Je dis pas que Lando Norris est dur de comprendre, mais quand tu réussis à te refaire faire le même coup deux fois, moi, comme je dis souvent, Martin, tu peux faire une erreur une fois, la deuxième fois, c'est pas une erreur, c'est un choix. Ouais, Fait exactement. que moi, rendu là, je trouve que Norris a fait un choix à deux reprises qui lui a coûté cher. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que c'est même ton ingénieur qui te dit qu'est-ce que tu devrais faire. Je comprends qu'ils sont là pour t'aider, pour t'appuyer. C'est quand même des choses qu'il faut que tu comprennes par toi-même aussi, là. Mm. En tout cas, fait que ça pour dire pour Lewis Hamilton, ben moi je trouve que ça a été son ça a été son plus bel exploit de la fin de semaine, ça a été Mm. ça. Il a donné disons que être chez Ferrari, je lui donnerais une bonne tape dans le dos pour ça. Même chose du côté de Leclerc de lui avoir rendu service. Euh, Pilote de la journée, je sais qu'on normalement on dit ça à la fin, mais puisqu'on parle beaucoup de Leclerc, moi j'ai trouvé que ça a été sa séquence sur le médium. Pour moi, il a été mon pilote du jour. Je sais que depuis le début de la saison, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec les votes. Ça a été Verstappen qui l'a eu. Il aurait pu aussi avoir Oscar Piastri qui a fait un très bon week-end. Mais toute cette épreuve-là sur les médiums, j'ai trouvé que Charles Leclerc méritait d'être le pilote du jour. Toi, tu as choisi qui de ton côté? Je ne veux pas faire différent pour dire Charles Leclerc, mais je vais y aller avec Charles Leclerc. Charles Leclerc, Donc, oui. c'est ça. Donc, vraiment, très, très belle performance. Charles Leclerc le mérite amplement. Une belle course, des belles, belles manœuvres de dépassement, audacieux, alerte, très, très bon sur la gestion pneumatique. Donc, bravo, Charles Leclerc. Là, on arrive maintenant au pilote Daker. Puis là, j'ai décidé de faire différent. Tu sais, Daker Incorporé, le commanditaire officiel du F1 Podcast, qui présente d'ailleurs cet épisode, qui aide des Québécois à aller à l'autre niveau, puisqu'ils sont des spécialistes dans la conception d'escaliers. Donc, depuis le début de la saison, on nomme ça là, quelqu'un, un pilote qui était capable d'aller à l'autre niveau. On fait une exception cette semaine, puis ça va peut-être revenir, mais j'ai pas envie de le donner à un pilote en particulier. J'ai envie de dire que, on va dire, l'écurie des cœurs du Grand Prix, ça a été Williams. Williams qui a réussi Mhm. à scorer des points avec deux de ses voitures. Ce qui m'a sauté aux yeux, là, même aux oreilles plutôt, c'est en début de course, Alex Albon qui mentionne que dans leur stratégie, ils avaient de dépasser Lewis Hamilton. Puis ça, j'ai trouvé ça Mhm. drôle parce que Ouais. normalement, on entend des écuries tu sais, dire ah, on course pas avec Hamilton. Puis là, dire ah non, on course avec Hamilton aujourd'hui. Si Sainz peut le retarder un peu, je pourrais aller le rejoindre. Tout ça, j'étais comme wow, belle confiance de la part de l'écurie Williams de dire que on n'a même pas peur ou tu sais, c'est peut-être pas à l'honneur de Lewis, mais de dire que même Williams avait l'impression que c'était possible de terminer, d'avoir nos deux voitures qui terminaient devant la Ferrari de Lewis. Tu penses quoi de ça, toi? C'est une belle confiance envers Williams. C'est tout un changement de philosophie là, lorsqu'on entend ça, là. C'est une belle confiance et je crois que Williams savait ou se doutait énormément que Hamilton était en grosse difficulté Ouais, vulnérable. ce week-end. Oui, c'est ça, vulnérable. Et on s'est dit, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, il va falloir la saisir parce que le pilote n'est pas à 100% à bord de sa voiture. Il y en a manqué. Il y en a manqué parce que Hamilton a terminé devant les deux Williams, mais quand même un très beau résultat, on va se le dire, Martin. Deux Williams dans les points, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Là, j'allais un peu vite, là, j'étais tellement excité de ces commentaires-là d'Albon que j'ai passé George Russell qui a fait une très belle course aussi, Mhm. cinquième. Lui, la stratégie a fait que Lando a pu venir le rejoindre à la fin. Encore là, Lando, le fait qu'il a resté longtemps sur les gommes dures. Bonne stratégie de McLaren de ne pas faire la même stratégie deux fois. On avait décidé d'aller
pour Lando en dur pendant que Oscar était en médium et pas Mhm. mal tout le monde était en médium. Donc Russell cinquième. Antonelli, encore une fois, excellente course, termine devant Lewis Hamilton. Ça aussi, ça va lui Mhm. faire plaisir à Antonelli. Donc, très beau Grand Prix de sa part. J'ai trouvé ça le fun aussi. Je pense que c'était contre Norris aussi. Belle présence d'esprit, là. C'est pas battu avec le laisser passer. C'est avec que sa course à lui, c'était terminée devant la Ferrari du numéro 44. Sainz, tu le disais, huitième, neuvième pour Albon, deux Williams dans les points. Ils sont l'écurie des cœurs de la fin de semaine. Un autre pilote qui aurait pu aussi avoir des honneurs, encore une fois, c'est Isaac Hadjar. Très beau week-end, réussi à se glisser dans les points. Oui, bravo à Jazz. Ça a pas été facile en fin de semaine pour lui. Je m'attendais. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il soit plus performant que ça? Peut-être, mais on semblait tirer un petit peu de la patte du côté de Racing Bulls. Heureusement, il a bien réussi à remonter la pente à Jar. Donc, bravo. Réussi à passer son coéquipier Lawson dans la hiérarchie du Grand Prix. Donc, ça lui permet de récolter un petit point. Donc, bravo, Isaac Hadjar, encore une fois, qui prouve que on n'a pas fait une mauvaise décision en le propulsant dans l'écurie Racing Bulls pour cette saison. On nomme jamais le dépassement de la journée, mais on peut déjà savoir que à la fin de la saison, lorsqu'on va faire des faits saillants, là, des dépassements incroyables, on va voir sans aucun doute celui de Oscar Piastri en Australie sur Hamilton, mais Oh, aussi la ouais. reprise, le dépassement numéro 2 de Oscar Mhm. Piastri sur Lewis Hamilton en Arabie Saoudite, donc aujourd'hui. Ça, c'était quelque chose, Ouais. hein? Ouais, un très, très beau dépassement. Piastri, un pilote qui a pas froid aux yeux, qui est vraiment à l'aise, il a du chien. Je le dis ça, il a du chien, il est agressif, il sait comment se battre, il sait comment bien positionner sa voiture. Et il le fait dans un virage où on n'en voit pas bien des dépassements, là. Mhm. Donc, c'est ça, c'est vraiment bravo. Oscar Piastri, une très belle manœuvre. Ça vient pas rajouter une couche un peu à ce qu'on disait tantôt, que Lando Norris qui a perdu trois tours ou trois tentatives pour essayer de le dépasser, puis après ça, Oscar, oui, il y avait il y avait un changement entre les pneus, c'était pas les pneus étaient plus frais sur la voiture de Piastri, mais quand même a compris qu'il pouvait pas perdre de temps derrière Lewis parce que c'était peut-être sa course qu'il jouait là. S'il Mhm. perdait, si ça lui prenait le même temps que son coéquipier a dépassé Hamilton, ben, il aurait été probablement à la merci de Max Verstappen en fin d'épreuve. Donc ça Mhm. encore là, belle présence d'esprit, a compris les enjeux euh, sont dans son cahier de notes. Il apprend beaucoup plus rapidement, l'Australien. Là. Ça, c'est une autre belle preuve de ça. Je ne l'ai pas passé sous le silence parce qu'on a quand même avancé dans le classement. J'ai dit, ah, pourquoi que je mentionne ce dépassement-là, là, parce que c'est nécessairement un des beaux de la carrière de Oscar. Puis le risque et la récompense, c'est un circuit comme ça, mais ça, c'était un bel exemple de ça. Hadjar, tu le mentionnes, ben oui, belle course réussi à placer sa voiture dans les points. Un qui a fait un bon week-end encore là, puis ça en est fallu de peu que ça se termine dans un accident qui aurait pu être catastrophique. Fernando Alonso, as-tu vu le coup de volant de son jeune protégé, Ouais. Gabriel Bortoleto? Parce que oui, Fernando Alonso, c'est son manager, son agent. C'était quelque chose, hein? Ça aurait pu être catastrophique. Ouais, ça a été très, très, très proche de virer en bon contact là, au premier virage. Heureusement, il n'y a rien arrivé. Mais encore une fois, tu le mentionnais, Alonso, belle performance. Il en fallait peu pour qu'il ait des points. Euh, je crois que ça va finir par arriver, oui. C'est sûr que ça va finir par arriver. Faut lui laisser un petit peu de temps, mais on voit le progrès tranquillement, pas vite. On voit Alonso, toute son expérience, tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il est capable de soutirer d'une voiture, c'est sa force. C'est un pilote tellement expérimenté qui réussit tout le temps à tirer son épingle du jeu dans plusieurs situations. Donc, moi, je suis confiant, ça va finir par arriver. Il faut juste y aller une étape à la fois, puis les points vont arriver pour Fernando. Surtout sur un circuit où ce que le pilote peut faire la différence comme ça. Ouais. J'ai, je suis un peu inquiet pour Miami, par exemple, là, si on suit à ses Mm. commentaires qui disaient que sa voiture tombe complètement morte dans les virages là. Donc, Miami, il y a quand même une portion qui est très lente.
qui peut faire de solides dommages sur un tour. Donc, c'était peut-être la petite opportunité avant un petit bout là, pour Aston Martin de marquer des points qu'on a manqués, mais Isaac Hadjar avait d'autres plans, lui, a décidé que c'était lui qui prenait ce point-là. Liam Lawson, 12e, encore là, on bâtit la confiance. C'est sûr qu'il ne termine pas devant son coéquipier, mais on va quand même prendre ça comme un résultat positif. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus pour le Mhm. Néo-Zélandais. 12e, ça commence à Ouais. rentrer. On commence à revoir les côtés qu'on aime tant de Liam Lawson, que tu apprécies beaucoup aussi. Donc, tu commences à revoir un peu les caractéristiques qui font de lui un pilote qui a sa place en Formule 1? Oui, j'ai vu Martin qui semblait beaucoup plus à l'aise en fin de semaine. Il semblait plus à l'aise que Hadjar en qualification du moins. En course, il a livré des belles batailles. Il a été agressif. Il a été capable d'aller chercher de faire des dépassements, de chercher des positions. Bon, au final, ça ne s'est pas traduit par un point, mais quand même, il a réussi à reprendre la confiance. Ça, c'est très important pour un pilote euh, qui a été rabaisser de Ouais, Red c'est pas Bull évident. à. C'est ça, c'est vraiment pas évident à se rebâtir une confiance. Là, on le voit, ça commence à rentrer. Là, il va falloir rebooster ça. Il va falloir réussir à reprendre en confiance. Ça va venir avec le temps. Oliver Burman, un pilote que j'aime beaucoup, encore bien fait, malgré les circonstances. Je pense que 13e, on le voit, on termine encore devant Ocon. Mhm, Lorsqu'on voit 13, 14, ben à ce moment-là, c'est facile de prétendre que la voiture, c'est probablement le maximum qu'on a soutiré du côté des deux pilotes, surtout lorsqu'un gars d'expérience comme Ocon la porte pratiquement à la même position qu'un pilote recru comme Berman. Donc, c'est pas mal le potentiel qu'on avait du côté de Haas pour le week-end. C'est décevant pour l'écurie américaine, mais quand même, je trouve qu'il y a du positif à tirer pour le jeune pilote qui continue de faire ses classes en Formule 1 puis qui est jamais bien loin des points aussi. Donc, Oliver mhm, Burman. Esteban Ocon, comme on le disait plus tôt, j'ai hâte de voir quand est-ce que sa saison va se mettre en marche. Je sais qu'on fait des tests, là, on avait un plancher différent dans les dernières épreuves. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour Ocon. Il semble heureux pour l'instant, il semble pas faire la vie trop dure à Burman, sauf qu'on les voit pas vraiment prêts en piste, donc on peut pas vraiment évaluer ça. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est pas le début espéré de son côté. Hülkenberg, 15e, c'est pas facile chez Stack. Stroll, on l'a dit, on s'attendait pas à grand-chose dans ce week-end-là. 16e, a quand même fait une belle performance en durant ses pneus très longtemps, mais au bout de la ligne, ça n'a pas mhm, été si payant que ça. Donc, est-ce que c'était la bonne stratégie? Est-ce que c'était la seule stratégie qu'on pouvait penser du côté d'Aston Martin? Ça reste à voir. Mais ensuite, Doohan, 17e, et puis on le dit, là, les deux, 18e pour Bortoleto. mhm, Pas, pas d'essai libre, pas de confiance. C'est vraiment pas facile sur un circuit comme ça. Et Tsunoda et Gasly n'ont pas terminé l'épreuve. Ça va être une pause d'une semaine bon, on peut dire 2 semaines quand même, 2 semaines avant le prochain Grand Prix. Il y a quelqu'un qui n'aura pas de pause. C'est Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda va se mhm, rendre du côté de Silverstone pour faire des tests à bord de la RB19. Selon la réglementation, on a le droit de faire des tests avec des voitures qui ont un certain nombre d'années. Donc, on veut continuer de bâtir la confiance à Tsunoda, se familiariser avec le produit Red Bull Racing. Quelque chose que je trouve incroyable et inconcevable qu'à travers toutes les années, on n'a pas donné ces opportunités-là à Tsunoda de conduire des voitures Red Bull. Mais là, on essaie de faire du rattrapage. Je pense que c'est une bonne nouvelle en soi. Puis je suis content qu'on a eu ce réflexe-là de dire on va profiter de ces 2 semaines-là pour le faire travailler, l'aider à gagner en mhm. confiance. Puis en même temps, continuer de l'évaluer aussi, voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Est-ce que on peut vraiment espérer qu'à un moment donné, ça va débloquer puis qu'il y a le potentiel est là pour avoir des bons résultats d'ici la fin de la saison. Donc ça, je pense que c'est une bonne décision de Red Bull. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une bonne chose de faire ça pour mettre le pilote encore plus en confiance dans une voiture qui est vraiment pas facile à piloter, qui a une fenêtre d'exploitation très fine. C'est la bonne chose à faire. C'est de lui donner le temps, c'est de l'habituer encore plus à se familiariser avec cette voiture-là. Donc, oui, sur ça, bravo, une bonne décision de la part de Red Bull pour Yuki Tsunoda. Moi, je trouve que c'est ça. C'est sûr que la RB19, c'était une voiture qui est dans une autre catégorie que la RB20, Mhm, la RB21, mais ça reste que le principe, c'est l'effet de sol, ça reste que c'est une conception Red Bull, les réglages, les choses comme ça. Donc, c'est du temps en piste, puis c'est une façon, mhm, comme je dis, de l'évaluer. Donc, ça, j'étais content d'apprendre ça, même si chaque pilote, après un 3 en 3 aurait besoin d'avoir un peu de temps, mais comme il n'y a pas eu d'essai pré-saison, d'avoir ça avant Miami. Donc, j'ai été content d'apprendre ça pour le pilote japonais.
Écoute, Kevin, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. On a fait le tour, oui, bien sûr, de la journée de samedi, aussi de la journée de dimanche. Nous, on va se retrouver vendredi avec la formule entre deux courses. Donc, toi, tu es très familier avec cette formule-là. Pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, ben, c'est qu'on reçoit nos collaborateurs et on parle des différents sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Donc, on se revoit vendredi. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup, Martin. Et pour la petite statistique, on parlait de Charles Leclerc. Charles Leclerc, une septième saison consécutive avec au moins un podium. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle pour le Monégasque. Oui, En espérant que ça soit pas son dernier. en espérant. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Attention à toi, Kevin. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 21 avril. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.